Bonjour, je suis Stéphane Malfette, je suis le directeur des SUB, le lieu où vous vous trouvez actuellement. Et je dois avouer que, monsieur le directeur du CAUE, vous avez toujours le chic pour nous proposer une conférence en lien avec une exposition dont le thème résonne avec nos préoccupations. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls à entrer en résonance avec ces préoccupations. Et c'est vrai, quand on parle d'architecture, d'environnement, de santé, à notre petit niveau en tant que lieu artistique qui accueille des artistes mais aussi beaucoup de public, on se pose beaucoup la question de la façon dont on va favoriser la qualité de la rencontre entre le public et des œuvres, en général des spectacles, mais aussi le contexte général d'un spectacle ou d'un événement en extérieur, et comment on va favoriser une forme de bien-être. Surtout dans un site comme le nôtre, qui est un site patrimonial, mais qui n'a pas été conçu au XVIIe pour faire des spectacles aujourd'hui. Comment un site qui a été une caserne militaire aussi pendant de nombreuses années, et qui aujourd'hui accueille du public, va essayer de se transformer pour accomplir sa mission et offrir un cadre vivable aujourd'hui. J'en dis pas plus, je vous laisse la parole. Je vous souhaite une belle soirée et surtout une belle exposition pendant plusieurs mois au CAUE. Merci. Merci beaucoup. Donc, Olivier se rapprocher. Donc, moi, je suis Sébastien Sperto, directeur du CAUE Rhône Métropole. Donc, effectivement, monsieur le directeur, merci beaucoup de nous accueillir une nouvelle fois au Subsistance, qui est un lieu chargé d'histoire et particulièrement confortable et privilégié, effectivement, pour engager des débats comme on va le faire au CAUE Rhône Métropole dans quelques instants. Donc cette conférence, elle s'inscrit, comme on le fait chaque année, dans ce qu'on appelle, nous, une année thématique de sensibilisation, et que nous avons choisi de consacrer cette année à la question de l'urbanisme favorable à la santé. Donc cette année, elle s'appuiera principalement sur l'accueil au CAUE Rhône Métropole de cette exposition maîtresse, intitulée « Comment allons-nous en Rhône-Alpes ?» et elle explorera les liens étroits qui existent entre santé collective et les enjeux d'aménagement urbain. On considère, nous, le CAUE, qu'on est un véritable service public de l'architecture et plus globalement des enjeux qui touchent aux questions d'aménagement du territoire. Nous plaçons au centre de nos missions cette question de l'héritage, de ce qui est déjà là, de ce qui nous est légué par l'histoire au sens large, urbaine, rurale des territoires, mais aussi sociale, humaine, et qui inclut évidemment là-dedans toutes les formes de vivant. Tous nos travaux, toutes nos missions de conseil s'attachent en premier à valoriser ce qui nous est légué, quelle qu'en soit la nature, que ce soit quelque chose de qualitatif ou d'un peu moins intéressant. Mais nous estimons toujours que la question de l'analyse et la reconnaissance de l'existant, d'un bien commun, remet forcément à sa place en premier enjeu la question du vivant. Donc le vivant qui est le premier de toutes nos démarches de transformation du territoire. Je passe la parole à Olivier Delabarre qui va pouvoir présenter le travail de la Fondation AIA. Bonjour à toutes et tous. Donc, à mon tour, je suis très heureux de vous accueillir en tant que président de la Fondation. Merci pour votre présence et l'intérêt que vous nous manifestez. Et vous êtes si nombreux que c'est une belle récompense pour nous, pour tous ceux qui ont travaillé à la réalisation et au montage de l'exposition. Alors, AIA Life Designers a créé cette fondation en 2011 pour développer une recherche fondamentale sur les enjeux croisés entre les trois domaines de l'architecture, de la santé et de l'environnement, comme son nom l'indique. Elle a intitulé ce travail « Bien vivre la ville » et qui est partie d'une première interrogation qui était et si la ville, finalement, des grandes métropoles favorisait la santé et le bien-être, contrairement parfois à quelques idées reçues. Et ce travail a conduit à la publication de deux ouvrages. Un premier en 2016 qui a repris l'intitulé de cette interrogation, et puis un second en 2018 dans une version augmentée et stylisée qui s'est intitulé « Bien vivre la ville vers un urbanisme favorable à la santé » suite à une collaboration que nous avions développée avec un institut chinois. Et donc s'appuyant sur un comité d'experts composé de professionnels de la santé, de l'architecture et de l'urbanisme, mais aussi de sociologues, de géographes, de nombreux experts dans de nombreux domaines, la Fondation développe à présent sa recherche sur trois axes principaux. Tout d'abord, celui des déterminants de santé. Notre deuxième axe de recherche, c'est celui qui est intitulé « La ville de tous les âges ».
Enfin, le troisième axe de recherche, c'est celui de l'hospitalité en ville, ou voire de l'inhospitalité en ville, qui interroge la vulnérabilité sous toutes ses formes. Et donc, nous étudions les manières possibles de les traiter ou mieux de les éviter. Cette dimension de l'hospitalité demeure une valeur clé si nous voulons construire des espaces urbains inclusifs, résilients et soutenables à l'aune des nombreuses crises que nous traversons, climatiques, environnementales, sociales, économiques et sanitaires. Enfin, pour atteindre d'autres publics encore, la Fondation présente ses travaux à travers des expositions. La première de ce type a eu lieu à Venise en 2021, à la sortie du Covid. C'était aussi le 10e anniversaire de la Fondation. Et donc, nous avons présenté pour une première fois nos travaux dans le cadre d'une exposition. Et par la suite, une première itinérance de cette exposition a été présentée à Grenoble en 2023 sur une durée de 4 mois environ. Elle a reçu plus de 3000 visiteurs et on a organisé à cette occasion bon nombre d'événements. Et enfin, la toute nouvelle édition va être présentée cette fois à Lyon au CAUE. C'est pourquoi on est réunis ce soir. Et là sur une durée de 8 mois, en fait, jusqu'en novembre, avec également l'organisation de nombreux événements et échanges avec différents publics. Voilà. Donc pour développer même l'objet de nos expositions et l'enjeu particulier que ces contextualisations représentent dans la poursuite de nos travaux de recherche sur les territoires, je laisse maintenant la parole à Christine O'Haraud-Beauval, qui est commissaire de l'exposition. Merci Christine pour cet important travail, qui est historienne de la ville contemporaine, directrice déléguée et directrice de la recherche de la Fondation. Je le remercie vivement et remercie également tous nos experts qui ont œuvré à nos côtés et qui, dans un instant, vont vous présenter chacun leur travail. Très bonne soirée à vous toutes et tous. Et Christine, je te passe le micro. Merci Olivier. Oui, en effet, comme le disait Olivier, alors on parle de santé collective, mais on a fait évidemment œuvre collective. Comme le disait à juste titre Olivier, cette exposition, c'est le troisième volet d'un cycle qui a commencé en 2021 à Venise. Alors, pas l'histoire de la Fondation, comme tu le disais, mais bien l'histoire de cette exposition. Et l'idée, c'était de faire découvrir, en effet, ce travail de recherche de la Fondation qui, à juste titre au départ, essayait d'explorer la complexité de la question qu'on s'est posée ensemble et qu'on se pose aujourd'hui de qu'est-ce qui fait qu'on vit bien finalement ensemble. Et à l'occasion, je le rappelle, de cette biennale de Venise, la question qui était d'ailleurs posée alors que cette biennale avait été repoussée par le Covid, c'était comment allons-nous vivre ensemble demain ? Et le choix de la Fondation, ça a été de se dire, en fait, c'est pas demain qu'il faut se poser la question, c'est aujourd'hui. Donc nous, on s'est posé la question au présent et on a choisi de se dire, comment allons-nous finalement, tout en soulevant évidemment les mêmes enjeux, c'est-à-dire l'état de santé collectif dans nos métropoles. Et ce que soulevait en filigrane Olivier dans la question de bien vivre la ville, c'était de se dire, en fait, longtemps, la ville, elle faisait la promesse d'une vie meilleure, qui était plus confortable, plus saine, etc., plus que la campagne. Si on regarde dans l'histoire, c'est le fameux « au gaz à tous les étages », on nous promet le confort, l'avènement évidemment des politiques hygiénistes, le confort moderne et l'image qui sera véhiculée plus tard aussi de ce qu'est la domesticité et le cadre de vie, notamment par les salons des arts ménagers. Mais aujourd'hui, il semblerait que, et ça a été la sidération du Covid, que cette courbe de progrès, elle pourrait s'inverser. On observe des réductions de l'espérance de vie, la progression de maladies chroniques et des risques plus fréquents, et on l'a tous vécu, d'épidémies globales. Alors la question, c'était aussi, de façon sous-jacente, de se dire, sommes-nous ou serons-nous, à un moment donné, malades de nos villes, et j'ai envie d'ajouter de quoi ? Sachant que, et ça Olivia y reviendra, 70% de notre bien-être, dans notre cadre de vie, est influencé par des facteurs d'aménagement. Donc le défi, une fois qu'on se dit ça, il est quand même de taille, et surtout notre responsabilité nous semble à tous bien grande. Et pourtant, les questions restent très nombreuses. Alors comment est-ce qu'on se saisit finalement de tout cela ? Et surtout, comment est-ce qu'on ne se sent pas désemparés les uns et les autres face à l'ampleur du défi à relever. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire œuvre collective, pour peut-être se sentir un peu moins seul dans des questions que finalement on se pose tous ensemble.
Et c'est donc bien l'objet de cette exposition intitulée « Comment allons-nous ?» En introduction, moi, ce que j'avais envie de faire, alors évidemment, je suis historienne, donc je fais l'exercice de l'historien. Moi, j'ai eu envie quand même qu'on se rappelle que ce sujet, il n'est pas du tout inédit. Traiter du sujet de la santé et de la ville, ce n'est pas un nouveau sujet. De tous les temps, en fait, les États se sont saisis de ce sujet avec plus ou moins, il faut le rappeler quand même, de succès, et notamment à faire appliquer ce qu'on avait décidé ou observé par les populations. Donc déjà, on peut partir de ce postulat. Alors la grande chronologie thématique que vous découvrirez en introduction de cette exposition, quand vous entrerez, remet en mémoire donc certains de ces événements importants, pas tous bien évidemment, mais en tout cas vous en comprendrez plus ou moins la complexité au fur et à mesure que le temps avance. Alors j'en ai choisi quelques extraits et notamment moi j'aime bien cette gravure donc, qui représente le pavage des rues qui avait été décidé par Philippe Auguste, qui était incommodé par, à l'époque, la pestilence. Alors la pestilence, qui est évidemment un lien très fort avec le mot peste, mais surtout incommodé par la mauvaise odeur. Et donc à cette époque-là, on estime que la maladie s'est véhiculée par la mauvaise odeur. Donc c'est aussi, et pourquoi je choisis ce moment, parce que c'est considéré comme un des premiers actes d'urbanisation importants. Et c'est pas pour ça d'ailleurs qu'il a réussi à faire appliquer sa réglementation très facilement, il faut bien se le dire. Puis viennent ensuite des dates emblématiques de l'histoire de la santé, du développement de la santé bien sûr, de la médecine, mais aussi la perception de l'hygiène. Tu parlais Olivier tout à l'heure du corps en mouvement, la perception de notre propre corps. Jusqu'à longtemps, la religion empêchait certains de faire de la chirurgie ou autre. On estimait que notre âme allait s'échapper si on nous ouvrait le ventre. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a aussi, bien entendu, toutes les perceptions du rôle du bon air, puis le développement de l'administration des villes, de la planification, les grandes planifications, mais surtout tout ça, et c'est ce qu'on essaie de vous rappeler dans l'exposition, en lien le plus souvent avec des grands moments d'épidémie, et différents maux de la ville. Donc il y a l'épidémie de peste, l'épidémie de tuberculose, mais aussi et beaucoup des phénomènes de grandissement de la pauvreté, de l'insécurité, à mesure que les villes, évidemment, se développaient. Donc à chaque époque, finalement, ces maux et ces réponses urbaines, et c'est ce qu'on essaie de se rappeler tous en introduction. Et ces réponses, finalement, elles vont créer des modèles, donc des modèles de ville. Alors on retient des modèles emblématiques récents de notre histoire. Alors il y a eu la théorie et l'application plus ou moins réussie des cités-jardins, les œuvres sociales dans le logement avec les HBM, et donc l'application aussi d'une certaine façon à tous donc, de ce confort moderne qu'on déclamait derrière ce haut et gaz à tous les étages, et après-guerre, donc des modèles théoriques qu'on découvre à travers les modernes, et notamment ces fameuses fonctions fondamentales de la ville, je les rappelle, circuler, habiter, travailler, et on oublie souvent aussi se divertir, donc qui font partie de la matrice corbusienne qui va donner la naissance des villes qu'on appelle modernes, mais qui sont notre héritage. Depuis les années 50, on n'a pas inventé grand-chose d'autre que les fonctions fondamentales de la ville comme matrice initiale. Et pourtant, je réfute justement ce que je viens de dire, une fois qu'on s'est dit ça, finalement, on se rend compte que se joue en parallèle une autre histoire, celle de l'humain, et celle des myriades de facteurs fondamentaux à sa bonne santé et qui dépassent le seul confort du cadre bâti ou la systématique planification urbaine en strates, en réseau, quelles que soient ses intentions, bien sûr. Alors comment est-ce qu'on prend en compte finalement le cumul de ces facteurs de plus en plus complexes et à mesure que les villes se développent, de toute façon, et puis on sera de plus en plus nombreux en 2050 dans les villes, il ne faut pas l'oublier. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte cette complexité tout en continuant à construire des villes habitables qui vont faire écosystème. Et on termine d'ailleurs ce dernier grand chapitre en citant au sol dans la chronologie l'intégration de la démarche One Health au contrat local de santé dans la chronologie lyonnaise, mais aussi en rappelant les liens entre cadre de vie et déterminants de santé, les fameux 70%, que je vous ai cité au départ et dont je vous parlais en avant-propos. Olivia, tu reviendras sur ça, mais surtout sur la façon dont ce diagramme doit aussi montrer et mettre en valeur les liens qu'on cherche évidemment à explorer derrière tout ça. Mais nous travaillons aussi sur d'autres modèles,
Rappelez-vous, je vous disais, ces mots, ils vont créer des modèles. Mais en fait, un modèle, ça reste un modèle. Et il y a d'autres modèles qui sont tout à fait possibles et qui peuvent présenter des alternatives. Et notamment, la Fondation regarde l'évolution des bilans d'aménagement qui sont aujourd'hui majoritairement évalués sur de la charge foncière et de la rentabilité financière. Mais on peut très bien transformer un bilan d'aménagement qui n'est qu'un outil en le regardant de façon plus holistique et en y intégrant des paramètres qui seraient en relation avec la santé, des paramètres qui seraient en relation avec la qualité fondamentale du sol, puisque c'est aussi la qualité fondamentale du sol qui sera capable d'accueillir la biodiversité, la diversité, etc. Et que finalement, se remettre dans cette logique de valoriser la valeur nourricière d'un sol, on parle pas de, l'expo ne soulève pas les sujets de pénurie alimentaire, mais en fait, à mesure que la ville grandit, finalement s'éloigne une certaine forme d'insécurité par rapport à des besoins fondamentaux de l'humain, et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors évidemment, dans cette exposition, on ne prétend absolument pas vous apporter des réponses, mais ce qu'on a souhaité faire, c'est étendre le champ des investigations. Donc si vous vous posez plein de questions en sortant d'exposition, on sera très content, et ce, dans un esprit d'ouverture à toutes les compétences et toutes les voies qui sont nécessaires pour continuer à vivre ensemble durablement dans nos territoires. C'est ce que disait Olivier, on est de très diverses compétences aujourd'hui réunies autour de cette table, réunies dans cette exposition, et je pense que ça, c'est aussi le cœur des évolutions qui sont fondamentales dans la façon d'appréhender la ville si on veut aller dans cette direction. Et je disais voix, et quand je dis voix, je fais également allusion au film que tu nous présenteras plus en détail tout à l'heure, Benoît, de la série, donc cette série La santé au chevet de la ville, donc une réalisation de Benoît Millot, produit par la société Membo. Mathieu Bertrand ne peut pas être avec nous ce soir, mais évidemment on le salue. Et cette série nous invite à effectuer un pas de côté. Et comment ? Eh bien, en fait, en écoutant des professionnels de la santé sur la fabrique de la ville. Le premier récit et le premier épisode, je ne vous les présenterai pas tous, mais prenaient place dans un contexte post-pandémique, donc dans une forme de sidération où à un moment donné, tout le monde était mis à l'arrêt. Il aurait été facile d'ailleurs à l'époque de demander leur avis à des architectes, à des urbanistes, à des acteurs du territoire de réagir, mais est-ce que c'était vraiment pertinent à ce moment-là ? Et ce qu'on a choisi de faire, eh bien, en fait, c'était de prendre le contre-pied de ce réflexe qui aurait pu être le nôtre en allant interroger des médecins et des professionnels du champ de la santé et de les mettre en fait dans cette ville vide, de les rapprocher de ces problématiques de la ville. Vous en verrez ces témoignages qui sont très riches. Un nouvel épisode a donc été réalisé à Lyon pour une version contextualisée avec des nouveaux intervenants dont Philippe Michel fait partie, et je l'en remercie. Et nous les avons invités à nous confier les défis qu'ils vont relever chaque jour sur ces sujets de santé et de ville. Et tu reviendras, Benoît, sur ce que tout ça a soulevé dans ce dernier épisode. Et enfin, une troisième partie vous permettra de découvrir le travail de synthèse que nous avons souhaité proposer en mettant ensemble de la donnée objective, c'est-à-dire le diagramme, la donnée quantitative, le travail effectué par Eric Hamelin et Paola, dont je reviendrai tout à l'heure, d'une étude sociologique qui a été faite donc fin 2024 sur un panel de 600 personnes à qui on a été posé la question donc, de cette perception de la santé collective, de la santé à Lyon et de la santé dans leur quartier. Et vous en verrez les restitutions sous divers aspects. Et ces synthèses par vulnérabilité réelle ou perçue, elles sont très intéressantes à regarder puisqu'elles se mettent en regard de ces données. Et c'est l'exercice que nous avons souhaité faire pour nous mettre aussi en face d'une réalité et d'enjeux qui sont majeurs. C'est-à-dire que finalement, l'enjeu principal, c'est aussi de trouver des modes de dialogue qui permettent de résoudre des hiérarchisations de décisions qui vont être prises dans l'aménagement de nos cadres de vie en fonction de ce qui est à la fois de la donnée objective, mais la donnée aussi subjective. Et l'exercice n'est pas facile. Et en face de ces initiatives, donc passées ou en cours, vont laisser place à la démarche de projet, et on vous met en face quelques exemples d'architecture qui nous paraissaient intéressants de mettre en relation avec ces différentes analyses, notamment pour que vous compreniez aussi qu'à un moment donné, une fois qu'on a fait tout cet exercice, on nous demande de faire de la pratique de projet. Et ça, tu y reviendras, Simon.
parce que c'est pas simple et que voilà, ça n'arrive pas toujours d'ailleurs, cette question n'arrive pas toujours d'ailleurs au bon moment, et que se dire qu'on va atteindre des objectifs d'urbanisme favorables à la santé, c'est très bien, mais c'est parfois aussi très intangible pour tout le monde. Donc ça, je le dis pour tous. Et c'est pourquoi, vous l'aurez compris, donc nous cherchons dans cette exposition à faire œuvre de pédagogie pour que chacun à son niveau saisisse à la fois le vocabulaire que nous parfois on utilise et que d'autres ne comprennent pas, et les enjeux collectifs et individuels qui se cachent derrière cette simple question comment allons-nous? Et je passe la parole à Olivia pour explorer ce sujet maintenant sous l'angle de la recherche. Merci Christine. Donc effectivement, afin d'affiner notre compréhension des enjeux plus particulièrement qui sont relatifs à l'aménagement du territoire, on a initié en 2019 un travail de recherche qui visait à répondre à une question qui paraît simple, mais à laquelle il est assez difficile de répondre, qui est celle qui est donc affichée sous vos yeux. Quel type de contexte et d'aménagement urbain peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la santé collective? Donc en tant qu'acteur et concepteur de la ville, pour nous, il était important de mieux comprendre ces relations qui existent entre ville et santé, finalement pour mieux prendre en compte ces enjeux dans nos propres projets. C'était la question initiale que l'on s'était posée. Et comme l'explique l'OMS dès les années fin 90, en fait, la clé de la prévention et de la promotion de la santé repose sur un concept assez fondamental, dont Christine a parlé en introduction, qui est finalement la bonne identification et compréhension des déterminants de santé. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être finalement les déterminants de santé qui sont en relation avec l'aménagement urbain. Donc ces réflexions, à la fois théoriques, mais également les premières réflexions menées par la Fondation Aya depuis les années 2014, nous ont conduit à proposer finalement un travail de recherche qui visait à mieux identifier ces relations finalement scientifiquement avérées entre le cadre de ville et la santé humaine. Donc c'est donc tout d'abord un travail de revue systématique de la littérature que j'ai eu l'occasion d'initier en 2019 pour la Fondation Aya, qui s'est formalisé par la suite à travers la mise en forme d'un diagramme interactif dont vous voyez une première image sur la diapositive et que vous aurez toute l'occasion d'explorer dans l'exposition. Donc tout d'abord, je vais essayer de vous décrire cette interface parce qu'en fait, finalement, elle résume l'intention initiale qui est derrière cette réflexion qui a été menée. Et qui a été finalement qui repose finalement sur cette revue de la littérature systémique qui a été faite en 2019 et qui est finalement un état des connaissances qui est basé sur plus de 2000 articles scientifiques au total, qui nous a permis d'identifier près de 400 relations donc scientifiquement avérées entre 3 grandes familles de paramètres qui sont donc décomposées sur la diapositive, qui sont donc les maladies ou troubles de santé donc, qui sont situés au centre du diagramme, les déterminants de santé relatifs au cadre de vie qui sont situés en première couronne, et enfin les paramètres d'aménagement qui sont situés en dernière couronne. Et ce diagramme, il a été pensé en fait pour pouvoir être complété à mesure que la recherche scientifique avance, parce que finalement tous les jours il y a des articles qui sont publiés dans ce domaine-là et qui nous permettent d'étoffer nos connaissances sur ce sujet. Donc cet instrument, en fait, il a vraiment une vision exploratoire, c'est-à-dire qu'on a différentes entrées possibles. On peut rentrer par le prisme de la pathologie, mais on peut également rentrer par le prisme des déterminants de santé ou de l'aménagement du territoire. Et comme vous pouvez en avoir un aperçu sur ces 2 exemples, on voit à chaque fois qu'on clique sur l'un de ces paramètres, on voit s'afficher en rouge finalement les relations d'interdépendance qui vont exister entre, par exemple, cette pathologie de santé et différents types de déterminants de santé et paramètres d'aménagement. Donc cet instrument, il permet finalement d'explorer ce réseau d'interdépendance qu'on a pu identifier via la revue de la littérature scientifique. Alors, comme l'a dit Christine, à la fois l'exposition mais aussi ce travail de recherche, il a vraiment une visée pédagogique, une visée de recherche et une vision également de partage finalement d'un état des connaissances qu'on a pu identifier lors de ce travail de recherche. Mais il vise également à interroger finalement les pratiques actuelles dans un objectif d'évolution, de prise en compte de ces enjeux de santé.
Donc pour chaque exposition, on s'est prêté à un exercice de contextualisation dans chaque territoire. Donc c'est quelque chose qu'on a fait à la fois dans le cadre de la Biennale de Venise, à Grenoble en 2023 et qu'on a refait sur le territoire lyonnais en 2024-2025 pour préparer cette exposition. Donc effectivement, le diagramme illustre aussi ce travail de contextualisation qu'on a pu faire. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on peut choisir des cas d'études. Donc c'est effectivement en bas du diagramme, on peut sélectionner un cas d'étude qui nous permet finalement de visualiser notre analyse de ce quartier lyonnais sous le prisme des déterminants de santé. Donc, comme vous pourrez le voir, on a fait le choix d'analyser 3 quartiers en particulier sur le territoire lyonnais. Pourquoi ces quartiers-là en particulier? Alors, c'est un choix assez arbitraire, on aurait pu en prendre d'autres, mais on a décidé de prendre des quartiers qui avaient une relation avec le fleuve, puisque c'est un paramètre important à Lyon, mais également des quartiers qui avaient fait l'objet ou qui font actuellement l'objet de grandes transformations urbaines. Pour s'interroger sur à la fois les enjeux de santé qui avaient pu être pris en compte au moment de ces grands projets d'aménagement, mais également l'état de la situation aujourd'hui. Et donc le diagramme permet d'afficher finalement cette hiérarchisation des enjeux propres à chaque territoire qu'on a pu identifier à travers notre analyse. Donc cette analyse, elle repose sur tout un tas d'indicateurs, une 50aine d'indicateurs qui permettent de balayer l'ensemble des déterminants de santé. Donc là, je vais vous afficher quelques cartes qui sont un aperçu du travail que l'on a pu faire, qui illustrent finalement l'analyse à la fois cartographique et quantitative qu'on a pu faire sur différents indicateurs qui permettent de balayer l'ensemble du prisme de la santé, pour finalement aller identifier finalement les singularités de chacun de ces territoires sous l'angle de la santé et de l'aménagement. Donc voilà un autre exemple. On s'est basé à la fois sur des données qu'on a pu analyser nous-mêmes ou des données qui sont produites par des grands acteurs locaux comme la métropole de Lyon, Atmo, ou alors d'autres typologies d'acteurs comme également l'agence d'urbanisme de la métropole de Lyon. À travers le diagramme, vous pourrez avoir aussi un aperçu d'une base de données iconographique qu'on a construit justement autour de ces quartiers qui permettent finalement d'entrer vraiment aussi par le prisme de l'image dans ces territoires. Et donc, en fonction de ce que vous sélectionnerez sur le diagramme et du cas d'étude que vous aurez choisi, vous seront affichés également à la fois des photographies et des cartographies qui viennent illustrer finalement les différents déterminants qui sont interrogés dans votre exploration. Donc pour conclure cette partie plutôt recherche, je voulais souligner que cet instrument d'exploration, il appelle à une priorisation finalement sur mesure des actions à entreprendre suivant les enjeux locaux identifiés. Et il met également en évidence la nécessité de considérer la santé comme une clé d'entrée prioritaire pour le projet urbain. Il soulève aussi la question fondamentale de la coordination et du décloisonnement des actions en faveur de la santé à l'échelle du grand territoire. Et c'est des questions qu'aujourd'hui, nous, on se pose dans la recherche, mais aussi dans le cadre de nos projets. Et je vais laisser Simon Davis poursuivre sur cet aspect finalement plutôt paradigme dans la pratique du projet. Donc Simon Davis, vice-président de la Fondation Aya. Merci Olivia. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux de vous parler un peu de la question de ce nouveau paradigme dans la pratique de nos projets liés à cette recherche fondamentale. Très tôt, on s'est intéressé à comment elle pouvait nourrir la pratique de nos projets et on a expérimenté, on a fait aussi de la recherche-action depuis une dizaine d'années maintenant et sur à peu près une trentaine de projets à différentes échelles, allant vraiment de la question de l'équipement à la question du grand territoire. On a mené ce travail pas de manière individuelle, mais vraiment avec l'ensemble des métiers du groupe Aya, et c'est ce qui compose aussi sa richesse. On avait une intuition dès le départ, c'est que cet état de l'art, des liens éprouvés entre urbanisme et santé, il pouvait se conjuguer aux instruments contemporains de l'ingénierie et de l'urbanisme pour penser les choses différemment et révéler un certain nombre de paramètres qui préalablement étaient invisibles aux yeux du concepteur. Ainsi, grâce à l'open data et aux cartographies SIG, et avec le concours également des outils de modélisation numérique qui nous permettent d'anticiper et de réaliser un design prospectif des territoires, on se doutait qu'on pouvait arriver à des singularités, à quelque chose qui pouvait rentrer en altérité avec nos pratiques. Et tout ça est très complexe, mais finalement le résultat est assez simple par rapport
aux instruments qu'on vous a présentés sur les déterminants de santé et aux cartographies qu'a montré Olivia, l'un des apports de cette démarche, c'est déjà celle de superposer des enjeux qui habituellement sont considérés de manière totalement indépendante. Par exemple, superposer les cartographies d'exposition aux polluants, là, à gauche, avec des espaces vulnérables, comme notamment des établissements scolaires qui accueillent de jeunes enfants qui sont particulièrement sensibles à cette question de la pollution de l'air. Un autre exemple, cartographier effectivement les îlots de chaleur de manière suffisamment fine et regarder l'accessibilité aux espaces publics de proximité, notamment aux espaces verts, en fonction du lieu où vous habitez. Et on vient ainsi identifier des déserts végétaux, des déserts en matière d'accès à un îlot de fraîcheur de proximité. Donc des choses finalement assez concrètes. Avec l'introduction sur les déterminants de santé, on peut avoir l'impression que l'urbanisme favorable à la santé se réduit à une myriade de micro-attentions et qui répond à toutes ces micro-influences liées aux déterminants de santé. Et c'est en partie vrai, ce qui fait que cette démarche est en partie invisible et d'un point de vue électoral, ça peut être difficile à défendre notamment. Mais c'est aussi une dimension substantielle, susceptible d'irriguer l'ensemble des phases du projet. Il ne faut pas qu'on se contente dans notre pratique de ces petits ajustements qui sont vraiment importants, hein, la hauteur de l'emmarchement, l'inclinaison du banc par exemple, c'est des éléments très importants pour adapter aux différents profils de population. Mais il faut également qu'on puisse affronter les causes structurelles des inégalités de santé sur les territoires. Celles qui font aujourd'hui, et on le voit ici, que les plus vulnérables sont généralement les plus exposés. Celles qui font qu'on aboutit à un urbanisme générique dans lequel on peine à avoir un sentiment d'appropriation. Celles qui font enfin que les quartiers ne sont pas pensés pour être entretenus dans la durée et ne sont pas pensés avec les gens qui les entretiennent. Suffisamment, si on prend cette question de la santé suffisamment en amont, nous, on a la conviction, à travers ces différentes expérimentations, qu'on peut contribuer à révéler la personnalité d'un territoire. Et c'est fascinant de voir comme ces hiérarchisations, elles peuvent varier de manière importante de territoires qui sont pourtant distants de quelques centaines de mètres. Les vulnérabilités sont différentes et donc il n'y a pas de recette pour faire un urbanisme favorable à la santé. Cette métrique, elle est bien belle, mais elle ne suffit pas. Dans cette approche, on confronte systématiquement cette métrique au ressenti des populations, grâce au concours notamment d'Éric Hamelin dans la salle. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que les perceptions qui se traduisent dans ces questionnaires, elles peuvent différer de manière assez conséquente avec les métriques qui sont relevées. Par exemple, là, dans ce graphique, c'est qu'effectivement, ce n'est pas les populations forcément les plus exposées scientifiquement qui ont une pénibilité la plus forte en matière d'îlots de chaleur. Donc nous, ça nous pousse à aller un peu plus loin, à aller dans cette granulométrie fine aussi de la question de la donnée, mais aussi de la perception de l'enjeu et de confronter ces enjeux. Souvent, quand on arrive sur un projet avec cette démarche sur la santé, les gens s'attendent à des solutions, à des remèdes. En réalité, cette démarche, elle pose plutôt beaucoup de questionnements et elle pousse au contraire à une forme d'arbitrage politique sur ce qui va irriguer la politique de la ville. Alors bien sûr, à travers cette pratique, on voit émerger quelques figures qui nous sont chères. On pense différemment nos projets sous l'angle, par exemple, du déjà là, en regardant des patrimoines invisibles qui se révèlent en termes de lieux de ressourcement, de calme, dans lesquels il n'y a pas encore l'accessibilité suffisante. On pense nos projets à travers les parcours, les trames. On regarde la question du corps en mouvement, pas seulement sous l'angle de la trame ludico-sportive, le sport, la graie, la piste d'escalade sur le mur de soutènement, mais plutôt sur la question de l'infime amorce du mouvement et de comment est-ce qu'on peut la déclencher sur l'espace public. Finalement, je dis assez souvent, le dispositif en matière de design actif le plus efficace, c'est le banc, parce que c'est celui qui permet de s'arrêter et de reprendre son chemin tranquillement. Et on a encore beaucoup de figures à explorer dans les années à venir, par exemple sur la question de la programmation des rez-de-chaussée urbains, sur lesquels finalement le tiers-lieu de santé, il se cherche encore, et finalement il a beaucoup à emprunter à la question du socio-sanitaire pour pouvoir exister et trouver aussi son modèle économique.
enfin, le processus du projet mérite d'être complètement réinterrogé aux yeux de ces déterminants de santé, mais aussi parce que 90% de la ville est déjà là, et donc on s'adresse maintenant à des tissus existants avec plein de micro-échelles, et on voit que le dispositif séquentiel, diagnostic, étude, est assez inopérant dans ce genre de contexte. Finalement, aujourd'hui, on fait un diagnostic presque tout au long du projet qui s'affirme en fonction des premières expérimentations qu'on aura réussi à faire, et en se donnant aussi un droit à l'erreur, à la reprogrammation dans le processus de projet, et en apprenant, en marchant quelque part dans ce processus-là. Et je tiens à saluer aussi le travail de Marie Chabrol qui est dans la salle, qui a beaucoup influencé cette présentation, et avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler au quotidien. Sans transition, donc. Donc, Philippe Michel, moi je ne suis pas urbanisme, architecte, je suis médecin de santé publique et professeur à l'Université Lyon 1. Et j'ai envie de commencer cette présentation. Vous me laissez un petit temps de parole, donc je le prends. Mais je vais le redonner, puisque comment allons-nous allons-nous mieux dans la ville ou allons-nous mieux dans la campagne? Qui a la réponse? Alors, campagne. Oui, il y a beaucoup de silencieux. Et au final, comme d'habitude, dans un sondage où il y a un peu d'équilibre, finalement, ça dépend de la façon dont on prend la question. Si on la prend, moi, je suis prof de santé publique, donc je vais la prendre avec mes indicateurs habituels. L'indicateur le plus utilisé, c'est celui de l'espérance de vie. L'espérance de vie est-il plus élevée en ville ou à la campagne? Là, on est tous d'accord, c'est en ville. Pourquoi? Ah, ça devient plus compliqué. L'accès aux soins, la vaccination, non. Ça y contribue, bien évidemment. Le lien social, ça, c'est vraiment un déterminant de santé majeur. Hein, ça fait partie des leviers. Toujours pas. En fait, on va aller tout de suite vers la réponse. Parce qu'il y a un biais. Je suis désolé, hein, c'est pas très drôle. Mais quand vous regardez les catégories socio-professionnelles en ville et à la campagne, ce ne sont pas les mêmes. On est d'accord. Les catégories socio-professionnelles sont étroitement liées au niveau socio-économique. On est tous d'accord. Et le niveau socio-économique, c'est 40% des déterminants de la santé. 40% de la santé se fabrique sur le fondement de niveau socio-économique. Donc, comme il y a plus de personnes qui ont un niveau socio-économique élevé à la ville, c'est normal qu'il y ait une espérance de vie plus élevée à la ville, même si quand on regarde l'ensemble des déterminants de santé, puis je tiens à saluer le gros travail qui a été fait, c'est très impressionnant. Hein. Ce sera plus impressionnant encore quand on le verra en vie réelle. Quand on rentre après dans les déterminants de santé, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des raisons qui feraient qu'il y a plus d'espérance de vie à la ville, puis des raisons qui feraient qu'il y en a que l'espérance de vie est inférieure. Mais au final, tout ça se résout à la réponse, non, c'est juste un biais. C'est juste un biais de mesure. Alors après, c'était pas du tout ce que vous m'aviez demandé de traiter, donc je vais retomber sur mes pieds un petit peu. Parce que d'abord, j'avais envie de dire, pourquoi est-ce qu'une métropole a besoin de s'intéresser à la santé? Et j'ai identifié 4 raisons. Et la première, elle nous est inspirée par un exemple récent. La première, selon moi, il n'y a pas de... c'est évidemment celui de la sécurité sanitaire.
Un problème de santé publique dans une aire métropolitaine peut en effet rapidement devenir beaucoup plus grave du fait de la proximité, du fait de la promiscuité. Et donc, la ville, c'est une métropole, c'est un formidable matériau sur lequel de nombreuses maladies, infectieuses ou pas, peuvent aisément se développer. Donc c'est la première raison. S'intéresser à la santé, c'est vraiment la sécurité sanitaire. Repérer les problèmes, identifier les signaux à bas bruit, les prendre en compte et essayer de trouver des solutions. Ça nécessite un système d'information, on va se le dire qu'on n'a pas en réalité. Bon. La deuxième raison, c'est que l'urbanisation, la métropolisation donc, ont atteint un tel niveau que les effets de santé qu'elle implique, pollution atmosphérique, réchauffement climatique, îlots de chaleur, on en a parlé, c'est pas exactement la même chose, sédentarité, etc., se trouvent démultipliés pour ses propres habitants. Donc il y a évidemment des sujets qui sont des enjeux de santé dont on sait bien qu'ils ne contribuent pas à une bonne santé. L'urbanisation, c'est aussi associé à davantage de criminalité, d'homicides, d'émissions de CO2, on passe du coq à l'âne, du stress psychique. Donc il y a en effet tout un tas de déterminants qui font que dans une métropole, on a plein de raisons pour ne pas être en bonne santé au sens OMS qui a été rappelé tout à l'heure, la définition de 46 qui a été mise en application en 48. Donc tout ça, ça combine des éléments fondamentaux de la vie urbaine comme l'existence des moyens de transport, de l'assainissement, des eaux usées, des choses qui ont été traitées au XVIe siècle, d'autres qui sont beaucoup plus récents. Donc loin de n'être que des objets sanitaires, en fait, les métropoles sont bel et bien des sujets capables aussi, à l'inverse, si on le voit positivement, d'agir sur la santé, de créer de la santé. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Parce que, donc ça nous amène au dernier sujet qui est une quatrième raison et qui est peut-être une raison assez déterminante, c'est que la bonne santé et le bien-être des habitants sont synonymes d'opportunités économiques. Ne serait-ce que parce qu'ils entrent parmi les principaux facteurs qui sont pris en compte par de nombreuses entreprises pour décider de s'implanter ou pas dans telle ou telle localité. Donc c'est une dimension qui est loin d'être anodine dans les métropoles et qui sont soumises à de nombreux classements. Préparant le film, pas la topo d'aujourd'hui, mais en préparant le film, j'ai été regarder, il y a des nombreux classements de la ville qui ont tous leurs défauts, mais qui sont tous quand même intéressants par les critères qu'ils utilisent pour classer les villes en fonction de la santé. Donc les principaux défis, maintenant, après les 4 bonnes raisons, les principaux défis, selon moi toujours, la notion de santé urbaine, en fait, elle n'a rien d'univoque. La santé des citadins, elle est complexe à appréhender parce que finalement, il n'y a pas une santé chez les citadins, il y a de multiples santé, je veux dire, territorialisée. On n'a pas la même santé selon qu'on habite dans tel ou tel quartier, dans telle ou telle zone et résidence. Donc la façon d'appréhender ce qu'est la santé dans une ville est assez complexe, et y compris en métrique, mais pas uniquement. Et ce qu'il y a derrière le terme de santé, le terme de prévention, c'est forcément les inégalités sociales et territoriales, ça c'est un mot-clé en santé. Et ces inégalités territoriales, sociales, puis on va rajouter environnementales, de santé, ça constitue précisément pour les grandes métropoles le cœur de la problématique. C'est là-dessus qu'il faut se centrer, c'est là-dessus aussi où on est en difficulté. On demande à l'élu de la santé qui est au premier rang de la ville de Lyon, où sont toutes les inégalités de santé. C'est pas simple, en tout cas, elle n'aura pas tous les chiffres pour pouvoir le qualifier. Pourtant, on a l'Observatoire régional de la santé, on a plein de... Mais on a encore une métrique qui reste à construire. On le sait tous, les populations qui disposent de ressources financières les plus faibles sont aussi celles qui disposent d'un moindre accès à la formation, d'un moindre accès à l'information, dont l'habitat est le moins soluble, dont le lieu de résidence et les loisirs ne leur permettent pas de bénéficier d'aménités naturelles, culturelles et autres. Donc effectivement, là on est des lieux de concentration aussi, d'inégalités, et qui se potentialisent les unes aux autres, qui se potentialisent. C'est-à-dire que c'est là où ça devient également compliqué, c'est que finalement il y a une intrication dans tous ces déterminants. On peut les isoler sur un schéma, mais en réalité c'est une intrication, les uns déterminent les autres et l'ensemble détermine
ce qui est à la santé. Donc ça rend malaisé finalement la compréhension de chacun des facteurs et donc l'action qu'on peut mettre en œuvre par rapport à ces facteurs-là. Donc je m'arrêterai là sur les défis parce qu'il me semble qu'on est arrivé un petit peu, on est parti des inégalités sociales et territoriales et on a abordé les déterminants et on se dit que finalement il y a une telle complexité, une telle implication dans tous ces déterminants que la définition des actions est toujours très compliquée. Et c'est là où je rejoins des choses qui ont déjà été dites, c'est l'aspect démocratie participative, c'est-à-dire construire des solutions avec les habitants, c'est certainement une voie d'avenir parmi les plus percutantes parce que les gens savent souvent bien mieux que les experts les solutions qui pourraient être mises à l'épreuve. À nous, experts, de savoir dire non, ça c'est des données, c'est des solutions qui ont montré déjà leurs preuves, donc on peut y aller, d'autres qui sont un peu discutables, donc on ne va pas forcément y aller. Donc la recherche des solutions se fait avec forcément les habitants. Alors après, derrière, oui, est-ce qu'on a des solutions? Évidemment, hein, c'est lutter contre les inégalités sociales de santé. Vous voyez, je n'ai pas encore parlé du système de santé en tant que médecin, parce qu'effectivement, ce n'est pas le sujet. Peut-être effectivement en ville, quand on a un infarctus aigu du myocarde, ce soir, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir le traitement approprié quand on est aux subsistances que quand on est dans les monts du Lyonnais. Ça, c'est sûr. Et bon, ça, c'est des accidents aigus. La majorité des gens vivent avec des maladies chroniques et un jour finissent par être en très grande difficulté. Et ça n'est pas le sujet de la ville ou de la campagne. C'est vraiment les inégalités sociales qui sont... Alors, dans les solutions, le fait de dire il faut lutter contre les inégalités sociales parce que c'est déterminant, ça renvoie à une question qui est compliquée pour le décideur, pour le politique. Parce qu'effectivement, la notion, derrière la notion qu'on utilise, hein, ça s'appelle l'universalisme proportionné, c'est-à-dire donner à chacun selon ses besoins. Et donc, ce n'est pas une situation d'égalité, c'est une question d'équité qui est en œuvre et qui autorise donc la concentration, de fait de concentrer des moyens là où ils sont les plus nécessaires et les plus efficaces. Ça veut dire qu'en termes de politiques de santé qui sont déployées à l'échelle d'une grande métropole, il faut faire des choix. Et des choix qui ne sont pas forcément fondés sur, j'allais dire, la demande. C'est-à-dire que ce n'est pas les quartiers, je vais être rapide hein, parce qu'on a peu de temps, qui ont la plus grande gueule, qui sont les quartiers forcément qui vont avoir le plus de besoins. Or, c'est celles qui sont souvent le plus entendues parce que c'est celles qui s'expriment le plus fort. Et ça, c'est un vrai sujet qui est complexe à gérer dans une définition de politique de la santé. Quitte à aller contre une partie de l'opinion et d'avoir à renoncer à d'autres types d'actions. Ça, c'est vraiment un vrai sujet. Enfin, bon, pour des solutions, ça doit dépasser les difficultés inhérentes à tout système complexe. Ça, c'est un autre sujet de la ville. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer en résonance les habitants, les élus, les professionnels. C'est plus facile dans une commune de 5000 habitants que à Lyon. En fait, chacun a sa propre vision, représentation de la réalité, défend des intérêts qui sont différents. Chacun a sa propre vérité. Je veux dire, tout le monde a raison. C'est ça, hein, la gestion d'un système complexe, c'est tout le monde a raison. Simplement, il faut savoir, dans le dialogue, comment ces différentes rationalités peuvent s'articuler. Ça, c'est la première, faire entrer en résonance les habitants, les élus et les professionnels. Deuxième, c'est l'articulation entre la ville et l'hôpital. Quand même, j'y viens. Mais c'est vrai que les liens entre la ville et l'hôpital ne sont pas forcément très très simples. Moi, je travaille aux Hospices Civils de Lyon, j'en suis le témoin. Et donc, ce fameux virage ambulatoire que tout le monde demande, c'est-à-dire on reste moins à l'hôpital, on va plus rapidement à la ville, c'est pas si simple que ça. On connaît tous ces difficultés. Et c'est certainement en ville générateur de difficultés. Pour le coup, là, sur cet argument-là, la ville en a d'autres aussi. Et puis le troisième, c'est l'articulation entre les acteurs institutionnels, sanitaires, sociaux, associatifs, qui, dans une métropole, prend une importance tout à fait singulière, tant pour la mise en place de politiques de prévention que dans la gestion des crises.
ou dans la manière de concevoir les villes. Donc vous voyez, avec ce petit panorama des solutions et des défis auxquels on est confronté, on a beaucoup d'enjeux devant nous, beaucoup de défis, et c'est ça qui fait que ça nous réunit ce soir et qu'on a un beau sujet. Merci. Bonjour, moi je suis réalisateur en fait et je travaille aussi avec l'ensemble de la fondation à la réflexion. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a pris en fait. C'est parce que j'ai pas vraiment compris qu'on m'a pris. La ville et la santé au fond, il y a l'air d'avoir des évidences, on a l'air de pouvoir comprendre et puis en fait on comprend rien. J'avais rien compris aux déterminants de santé, j'étais un peu perdu et en plus on m'a dit... on va interroger le monde médical pour faire une exposition et le présenter à la Biennale de l'Architecture. Alors là, c'était encore pire, quoi. Et à la fois, ce qui est intéressant quand on travaille sous une forme plutôt documentaire, c'est comment on essaye de désarticuler les choses, comment on essaye de se réinterroger et comment on essaye de faire parler les experts, les gens qui sont autour de nous, pour aller chercher le plus de simplicité et le plus de complexité. Voilà. Et on essaye avec ça de faire un film. On a commencé ce film sur ce sujet-là et le Covid est arrivé. Alors, ce qui est une très grande violence, on était tous bloqués. Et à la fois, d'un point de vue cinématographique, on avait un décor post-apocalyptique d'une ville entièrement vide. Et donc, on a commencé ce film avec... rêvez pas, c'est pas des photos. C'est un film, en fait. Et donc, je suis sorti, puisqu'on avait le droit de sortir si on devait travailler. Donc, je suis allé travailler, j'ai tourné du vide, au fond. Et donc, voilà, le sujet a commencé comme ça. Et entre les deux confinements, je suis allé interroger les experts qu'on m'a donnés, puisqu'on m'avait dit aller voir des experts. Donc, je suis allé voir ces experts et on a commencé de parler. Très vite, ils se sont détachés du Covid, au fond. Et ils ont partagé tous quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, qui était de dire, au fond, la santé, c'est notre bien, c'est très personnel. Mais au fond, cette période très violente qui nous arrive, elle nous met en face d'une autre réalité qui est de dire que la santé, elle est surtout collective et que si elle n'est pas collective, elle ne peut pas être personnelle. Et donc, ça a orienté vraiment l'ensemble de la discussion avec des chiffres encore plus violents qui est de se dire qu'il y a 30% de la population qui est dans des situations économiques, sociales extrêmement graves et que dans ce cas-là, penser à la santé, on y pense après avoir mangé, après avoir été logé, etc. Donc, ça impose d'avoir une forme d'écoute, une forme de regard différent et de décaler son regard. Après le deuxième film, on est allé à Grenoble. Donc, je me suis dit, c'est bien, on y retourne, quoi. Et donc, ça, c'était absolument passionnant. Et c'était le début de la réflexion, était de dire comment on met les mains dans le cambouis pour essayer de se poser les bonnes questions et d'aller confronter ce sujet. Et on a rencontré, cette fois-ci, des gens très différents, avec donc déjà pas mal de chercheurs, des gens qui se mettaient à essayer d'avoir de la donnée. Là, j'ai commencé à comprendre les déterminants en ce moment-là, je crois. Pourtant, ils m'ont saoulé plein de fois, ils ont essayé. Mais en tout cas, là, c'est devenu quelque chose qui devenait un peu plus clair pour moi, et j'essayais de le transmettre, c'est de se dire comment on aborde ces sujets avec à nouveau ce regard sociétal de se dire voilà, comment on questionne les gens, est-ce qu'ils sont capables de s'exprimer, est-ce qu'ils sont capables de parler, ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent rien s'ils ne parlent pas, donc ça veut dire qu'il faut aller et là c'est toute la partie d'études sociologiques qui est absolument passionnante, c'est il faut aller chercher les choses, il faut se construire une vision. Il faut aussi déconstruire ce qui ne fonctionne pas, les écoquartiers. On a eu une discussion avec Jean-Patrick Sancet sur les écoquartiers, des espèces d'objets qu'on a depuis 30 ans, et alors qu'il faut arrêter le prototypage, il faut qu'on rentre dans une autre échelle maintenant, c'est fini, ça ne sert plus à rien, quoi. Comment on est positif, comment on écoute et comment on construit cette vision
pour ensemble, et là c'est le rôle de la fondation qui est de faire des recherches, faire des expositions, faire des films pour qu'on puisse tous ensemble se questionner. Et donc notre mission, elle n'est pas de trouver des solutions ou de donner des réponses, elle est d'essayer d'avoir une bonne réflexion pour travailler ensemble. Puis on arrive à Lyon, et donc comme j'étais parti sur des dimensions cinématographiques, je me suis dit comment on essaye... Alors déjà on m'a donné un autre paquet, parce qu'à chaque fois il me file un paquet cadeau, hein, vous inquiétez pas, il m'envoie des trucs. Elle m'a dit on va voir tout le monde politique, c'est-à-dire ceux qui au fond structurent, pensent, agissent, travaillent au niveau politique dans la ville. Merci. J'ai toujours pas d'architecte là-dedans, hein, donc je pense qu'ils ont la trouille quand même de parler du sujet. Je pense qu'ils essayent de placer tout le monde avant pour un moment donné, mais on va réussir à les avoir à un moment donné, vous inquiétez pas. Et donc l'idée était aussi de ramener les gens qui s'occupent de la ville à l'échelle de marcheurs, c'est-à-dire on a fait une déambulation. L'idée c'était de tous les faire marcher dans la ville, de les interroger aussi sur la façon dont ils avaient été percutés par ce sujet de la ville et de la santé. Parce que comment intimement c'est rentré dans leur vision professionnelle, dans leur métier, dans leur vie. Et est-ce qu'il y a un événement? Aujourd'hui, on est tous proches de gens qui ont des maladies, on est tous proches d'événements qui se passent, mais comment ça les touche au fond? Comment au quotidien c'est rentré dans leur histoire? On a eu des témoignages extrêmement émouvants de quelqu'un qui dit je travaille sur l'environnement depuis 15 ans, et puis à un moment donné, il y a une collègue qui me dit travaille sur la santé. Il n'avait jamais pensé à la santé en travaillant sur l'environnement et sur le logement. Et il n'est pas bête, au contraire. C'est juste qu'on a du mal à relier tous ces micro-éléments pour en faire quelque chose qui soit une vision qu'on puisse partager. Eh bien, merci. Merci à tous. Alors, attends. Alors, je vais juste, comme je vous disais, on a fait œuvre collective, donc il n'y a personne qui travaille dans l'ombre à la Fondation. Donc, je voudrais que Marie-Alice, Charlotte, Lilian, les équipes du CAE, Eric, Paola, Alexandre, Adèle, voilà, vous veniez et qu'on puisse les applaudir aussi, parce que c'est pas parce qu'on a pris la parole que, voilà, mais tout le monde, Olivier. Ah. Donc pour faire cette exposition, il a fallu que toutes ces personnes soient mobilisées à un moment donné pour partager avec vous ces réflexions. Florent qui arrive, Julien, voilà. Donc merci à tous et c'est 2 ans de travail.